c'est quand même un métier où il faut toujours faire ses preuves et même au bout de 20 ans, on continue à les faire. En général, c'est les sujets qu'on rate qui restent dans la mémoire des rédacteurs en chef et fait pas tout ce qu'on peut réussir par ailleurs. Mais femmes, non. Non, c'est vraiment, toujours ce qui est dur, c'est de débuter. Enfin, vous allez connaître ça. Il va falloir à un moment que les gens vous fassent confiance. Et quand on n'a encore rien fait, c'est compliqué de, juste sur sa bonne tête, convaincre une rédaction d'investir 3 000 à 4 000 euros pour aller faire un sujet. Donc je trouve que ce qui est le plus dur, c'est de se mettre le pied à l'étrier, garçon ou fille. En fait, moi, je dirais que je suis reporter de guerre par intermittence. J'ai fait beaucoup de guerre, à un moment, je faisais que ça. Et je pense que ça m'épanouissait pas professionnellement d'une part. Et puis, psychologiquement, je pense que j'avais du mal à encaisser au bout d'un moment, quoi. Donc, je dirais que je peux faire des terrains de guerre, mais que j'alterne avec des terrains un peu plus faciles d'accès, avec des problématiques moins actus et plus sociétaux, quoi. Okay. Et en tout cas, moi, mon épanouissement professionnel, il passe par ça aujourd'hui, par l'alternance des deux, en me disant que je fais peut-être 2, 3 sujets un peu chauds. Et puis à côté, je fais des sujets plus faciles, entre guillemets. Enfin, c'est même pas une question de facilité, c'est une question d'accessibilité. Il y a des sujets qui sont très durs à faire hors terrain de guerre parce que les accès sont compliqués, parce que les problématiques sont ardues. La guerre, en fait, une fois qu'on y est, c'est finalement assez basique, assez binaire comme façon de travailler. On est dans un camp et on suit ce camp et on suit les exactions perpétrées par le camp adverse. Donc c'est assez noir et blanc. Okay. L'enjeu étant effectivement de sortir aussi de ce truc très manichéen. Les méchants ne sont pas toujours que méchants, les gentils ne sont pas tous sans peur et sans reproche. Donc il y a une façon de faire de la guerre qui serait un peu plus subtile. Mais en attendant, il y a quand même une dialectique qui est toujours la même. Quand on fait des sujets plus sociétaux, je trouve que ça peut être des fois plus compliqué à construire, à écrire après et à bâtir les interviews qui vont faire qu'émergera vraiment une problématique. Des fois, il y a des sujets sur lesquels on part, on se dit, bon, bah, tiens, on va aller faire un sujet en Afghanistan, mais l'enjeu, c'est pas de faire que les talibans, par exemple. Il faudrait arriver à raconter, à ce moment-là précis, en quoi faire un sujet sur les talibans, ça fait avancer le schmilblick sur l'Afghanistan. Okay. Il faut faire attention aux choses un peu gratuites aussi et spectaculaires, parce qu'il faut qu'il y ait du fond aussi. Mais grand reporter, en fait, c'est une désignation un peu bizarre. Je crois qu'à la base, c'est pour définir ceux qui travaillent à l'étranger. Mais on peut faire du très grand reportage en France. Ouais. Mais en fait, je trouve le terme un peu bizarre parce que ça voudrait dire qu'il y a des petits reporters. Je suis pas sûre. Enfin, il y a des sujets faits divers en France. Il y a des gens qui font ça extrêmement bien et qui font des très grands papiers avec ça. Mais si on considère que grand reporter, c'est couvrir à l'étranger, oui. D'abord, ça n'a pas été un choix. Au début, c'était un choix par défaut. C'est que les rédactions embauchent très très peu des grands reporters. Alors, j'aurais pu faire le choix de commencer en faisant des petits papiers en France, en espérant me faire embaucher. J'ai pas su faire ça, ou j'ai pas eu la patience, ou voilà, ça s'est pas combiné comme ça. Et après, plus on est en dehors d'une rédaction, moins c'est facile de l'intégrer parce que je pense qu'on prend des habitudes. Effectivement, moi, j'aime pas, j'aurais du mal à me dire que je vais au bureau tous les jours parce que c'est ma grande liberté de pouvoir écrire où je veux. Des fois ça me manque, c'est vrai, on est seul quoi, donc j'aurais bien aimé voir comment on fabrique un journal de l'intérieur, participer à des conférences de rédaction, ça m'est jamais arrivé. Okay. Alors que ça fait 15 ans que je fais ce métier, donc des fois je me dis que je suis un peu à côté de la plaque, mais en même temps on m'a jamais fait une espèce de pont d'or en me disant ah là là, on est tellement content de toi qu'on va t'embaucher. Ça n'est jamais arrivé. Non, mais ça, moi, ça me dérange pas. J'entends des fois des confrères qui se sentent un peu en concurrence avec les wannabe journalistes qu'il peut y avoir sur les réseaux, mais je pense pas qu'il y ait un conflit. En fait, c'est deux façons de s'informer différentes. On propose pas les mêmes choses. Non, je dirais qu'il a évolué sur la restriction, le manque de moyens. Enfin, c'est quand même le seul métier au monde où on est de moins en moins payé, en dépit d'expérience acquise. Donc ça, voilà. Et les frais de production pour les sujets à l'étranger, il y a honnêtement encore que 2 magazines qui produisent sans resquiller, quoi. Sinon, les autres, on est vraiment maintenant dans des logiques de rentabilité, de coût de revient par page. Il faut intégrer les budgets pubs. Enfin, du coup, à la rigueur, sur des sujets société, mode, etc., pourquoi pas, mais... sur des sujets Afghanistan où il y a des coûts incompressibles, le billet, le fixeur, voilà.
à part rogner sur la sécurité, ce qu'on peut des fois nous pousser un peu à faire sans le dire. Il n'y a pas d'autre façon de réduire les frais, ou alors de nous payer moins. Et c'est vrai que moi, chaque fois que je pars, je ne sais pas combien je vais être payée. C'est très fluctuant les piges. Les accros au terrain continueront toujours à partir parce que toutes ces difficultés-là, elles sont effectivement compensées par ce plaisir incroyable d'avoir la chance d'être payé, aller rencontrer des gens et aller découvrir des cultures, des façons de penser qui sont à des milliards de kilomètres de la nôtre. Et moi, je considérerais toujours que je suis privilégiée d'être payée pour ça, même si je suis payée en lance-pierre, quoi. La sécurité, oui, c'est quand même un enjeu important et je pense qu'il devient de plus en plus en vieillissant parce que on a des enfants, des responsabilités et donc du coup c'est pas exactement la même chose de partir la fleur au fusil à 25 ans que à 35 quand on a 2 gamins et qu'on est censé quand même rentrer à la maison pour les élever à un moment, quoi. C'est aussi le but du jeu. Donc la sécurité, oui, elle est toujours de mise. Mais il n'y a pas de risque zéro. Enfin, c'est le principe de précaution sur le grand reportage. Il fonctionne avec des règles finalement assez intuitives. On sait, il y a des procédures de sécurité qu'on met souvent en place. Dans les terrains de guerre, on ne prend jamais les mêmes itinéraires. Le choix de l'équipe qui m'accompagne au terrain, elle est décisive et primordiale. Enfin, moi, les fois où je mets ma vie entre les mains de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a fait ses preuves, quoi, en qui j'ai confiance. C'est pas une relation que mercantile, quoi. Sinon ça marche pas. Les meilleurs fixeurs avec ceux avec qui j'ai fait les plus beaux sujets, c'est des gens que je connais depuis 10 ans, qui ont prouvé qu'ils étaient là quand il fallait. Et à l'inverse, quand eux, ils ont des problèmes, qu'ils ont besoin d'argent parce que ça va pas et c'est dur pour eux à ce moment-là, je suis là. Donc il faut être au rendez-vous des deux côtés. Et quant au choix des sujets d'infiltration, c'est des fois les magazines, en fait, parce qu'on a déjà fait ça, qui sollicitent en disant ça, je pense que toi, tu seras en mesure de faire ça. Et puis, évidemment, un sujet sur la prostitution, si on est une équipe de mecs, vaut mieux penser son infiltration autrement, ou alors on se base pour des clients. Pas forcément plus agréable, mais voilà, l'idée, c'est de bâtir une légende, comme on dit dans le renseignement, autour de ce qu'on est. Ça marche toujours bien quand c'est à peu près crédible. C'est-à-dire que voilà, la fois où on avait fait un truc le moins crédible possible, c'est quand on était allé faire un reportage sur les terres rares là en Chine, où clairement on connaissait rien aux terres rares et qu'on n'avait pas vraiment des gueules d'hommes d'affaires occidentaux. Donc ça c'était un peu c'était le truc le plus glissant qu'on ait pu faire, et après s'infiltrer dans les pays contrôlés par les talibans, par exemple, c'est presque plus facile parce qu'il suffit de mettre une burqa. Et là, si on a confiance en notre chauffeur, notre fixeur, qu'on sait qu'ils ne nous trahiront pas, finalement, on passe assez facilement inaperçu. Donc les infiltrations en zone talibane, par exemple, avec une burqa, c'est plus facile que de se faire passer pour des acheteurs de terres rares en Mongolie. Et c'est surtout qu'on n'avait pas fait de visa presse, parce qu'il y a certains pays où on active directement dans ces cas-là la surveillance des services de renseignement sur place. Donc c'est des arbitrages aussi. Si on se fait gauler, on peut aller en prison, mais si on fait un visa presse, dès le début, on ne pourra pas travailler parce qu'on va être vachement surveillé. Donc là, ce qui nous embêtait vraiment, c'est ça, c'est qu'on avait un visa de touriste, c'est qu'on était dans une zone où il n'y a aucun touriste et qu'ils nous avaient vu prendre des photos. Donc en fait, on les a laissés effacer les photos, mais on avait un logiciel pour les récupérer, en fait. Donc voilà, ils ont pensé que finalement, ils avaient tout effacé, on s'est excusé platement, on est reparti et puis on a récupéré les photos. On était sur une île. Donc partir à la nage, c'était pas une option. Et on était vachement dépendants de lui parce que c'était lui qui devait nous affréter après un bateau avec des hommes pour nous ramener. Donc en fait, je pouvais pas passer en force. C'est pour ça qu'on avait raconté cette histoire qui finalement marchait sur un mec avec un énorme ego comme chef de guerre, en fait. Finalement, on a aussi beaucoup de psychologie. Mais voilà, en fait, j'ai pas aimé cette idée d'être vraiment là dans la tout, quoi. Et de pas pouvoir sortir, c'était des trucs, des situations dans lesquelles je me remettrais pas. Je trouve que c'est hyper important d'avoir un plan de sortie, quoi, un plan A, un plan B et idéalement un plan C. Donc là, par exemple, je dois refaire un sujet sur les pirates bientôt. Et ben, j'ai fait une autre logistique, c'est-à-dire que j'ai cherché un capitaine de bateau, un bateau, et je viendrai avec mon bateau et je vais repartir du coup avec mon bateau. Je ne serai pas tributaire en fait de quand eux ils décideront. Après, évidemment, ils sont 100, ils sont armés, donc s'ils ne me laissent pas partir, ils me laissent pas partir. Mais je serais quand même un peu moins coincée que, en plus de dépendre de leur bateau à eux, quoi. Et puis moi je sais pas si leurs bateaux ils sont
voilà, s'ils sont bien entretenus. Il y a en plus ça, en mer, il faut qu'on ait du bon matériel aussi. Donc là maintenant, aujourd'hui, je peux dire aux rédactions que je paye quelqu'un qui va en amont là-bas, qui vérifie le matériel, qui vérifie l'endroit, en fait, qui fait un assessment des lieux, et qui après revient et je repars avec lui. Donc c'est un peu plus d'argent, mais moi c'est maintenant à ces conditions-là que je veux bien continuer à faire ce genre de sujet, quoi. Le problème, c'est que moi j'ai pas forcément envie de les engager vers ça, parce que ça va aussi du coup les amener à nous traiter différemment et à nous priver de sujets. Enfin, je veux dire, moi je suis majeure et vaccinée, je fais les choses en connaissance de cause, et j'ai pas envie qu'un rédacteur en chef, même si ça part d'un bon sentiment, devienne un paternaliste et me dise « Ah, bah toi, tu peux pas y aller, machin ». Je veux dire, à ce moment-là, il y a plein de sujets qu'on pourrait plus faire. Donc je pense que dans ces cas-là, il vaut mieux se faire confiance à soi, quoi, essayer de mettre en place... De toute façon, sur le terrain, ils sont pas là. Donc moi, je trouve qu'ils peuvent réfléchir à la façon... Il faudrait réfléchir davantage à comment accompagner les gens en général, pas que les femmes, quand ils rentrent de terrain compliqué, où ils ont été abîmés. Pour différentes raisons, hein. Ça peut être effectivement des viols, des attouchements, mais ça peut être aussi des images de guerre terribles qui font qu'on dort plus, le stress post-traumatique, il n'est pas bien pris en charge. Aujourd'hui, les gens qui sont attachés à des rédactions, on leur propose plus facilement des séances de psy qui sont prises en charge par la rédaction. Les pigistes, non. Et ça effectivement, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, mais pas avec un distinguo homme-femme, parce que c'est piégeux pour nous. On va se retrouver... finalement à être mise sur la touche alors qu'on n'est pas moins compétente. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que la fois où j'en ai eu besoin, finalement, je suis allée me soigner toute seule, quoi. J'ai trouvé un thérapeute qui était spécialisé sur les stress post-traumatiques, qui me faisait payer pas trop cher, justement en disant qu'il considérait quelque part que c'était aussi un acte de soutien à la presse indépendante, quoi. Mais c'est peut-être effectivement un chantier auquel il faudrait s'atteler dans pas longtemps, quoi. Moi, je ne saurais pas vous dire, vu que je n'ai pas de salaire tous les mois. Il y a en tout cas une différence de salaire entre les photographes et les journalistes, mais x2, ce qui est horrible aussi, parce que la plupart du temps, les gens qui montent les sujets, ce n'est pas les photographes. Mais comme on est dans un monde de l'image, les photographes sont payés 2 fois plus pour le même sujet et la même prise de risque que les journalistes. Donc ça, c'est aussi un de mes combats. Moi, maintenant, je dis que la mesure où je monte le sujet, que c'est mes contacts que je mets sur la table, il est hors des questions que je sois payé moins. D'abord parce qu'on passe inaperçu grâce à la burqa, et aussi au-delà des talibans, dans ces pays-là, un journaliste homme ne peut pas interviewer des femmes. Jamais un Afghan va laisser un homme étranger rentrer dans sa maison et parler à sa femme. Moi, j'ai des collègues masculins qui ont fait des interviews surréalistes à travers un mur, quoi. Ouais. Parce qu'ils ne peuvent pas les voir. Donc je trouve que vraiment, être une femme, c'est un énorme avantage dans ces pays-là. Pendant très longtemps, pendant presque 15 ans, je suis partie toujours avec la même femme, photographe. Je suis partie 2 fois avec un homme, beaucoup plus âgé, plus comme un papa. Donc il y a des avantages et des inconvénients en fait dans les 2 situations. Je crois que le rapport à nos interlocuteurs est différent quand on est un binôme de femmes et quand il y a un homme plus âgé, qui connaît le pays depuis 40 ans. Du coup, on est complémentaires aussi, c'est-à-dire qu'on ne joue pas sur le même terrain, sur les mêmes cordes. Donc, je trouve que le binôme, en fait, il est au-delà du sexe du partenaire qu'on se choisit. Il est vraiment dans la complémentarité, en fait. Non, moi, j'ai effectivement eu une réflexion assez horrible de la part d'une rédaction où je rentrais dans un sujet hyper casse-gueule, où j'avais été coincée pendant 1 mois. J'avais vraiment cru que j'allais y passer. Et dans la foulée, j'apprends qu'ils cherchaient à embaucher un grand reporter. Donc, je m'étais positionnée. Et un des rédacteurs en chef m'avait dit « Mais ça sert à rien que tu candidates parce qu'on ne veut pas embaucher une femme, on veut un homme. » Je sais pas pourquoi. Oh, bah, il y a vraiment déjà beaucoup de femmes dans la rédaction. Ça fait ambiance Molière, si tu vois ce que je veux dire. J'étais je vois absolument pas. Et je lui dis, bah, écoute, ça tombe très mal ce genre de réflexion parce que si tu me parles d'avoir des couilles, il me semble que j'ai bien prouvé que j'en avais plus que la plupart des mecs de ta rédaction. Et je me suis préparée, enfin, je trouve ça odieux. Des réflexions mises comme ça, il y en a plein. Sur le terrain, oui, il y a déjà des fois des binômes masculins qui nous voyaient arriver en disant « Ah, bah, c'est marrant, elle envoie des journalistes en Afghanistan. » Je disais « Mais pourquoi vous présupposez qu'on est là pour elle ?» Je veux dire, d'ailleurs, on n'est pas là pour elle. Et donc, ouais, il y a cette idée
convenait pour ce magazine féminin pour faire des sujets de mode décalés. Il y a eu ça quand même. Là, j'ai regardé le film qui est sorti sur Camille, la photographe qui a été tuée en Centrafrique. Regardez-le si vous pouvez, c'est très joli. Et on voit bien, la nana, elle est toute seule à Bangui, et puis elle essaye d'aborder une table de grands reporters, c'est que des mecs de 50 ans qui se la pètent, et elle leur demande s'ils peuvent pas la prendre un peu dans leur voiture, parce qu'elle est pigiste, qu'elle a pas d'argent. Ouais, non, ça va pas être possible. On sent vraiment qu'ils la prennent pour une petite conne, quoi, et qu'ils auraient jamais fait ça avec un mec de 50 ans. Le journalisme ne fait pas exception à la règle, en fait, de la misogynie qui structure encore toute notre société. Je pense aussi qu'il y a comme toujours le payback pour nous, parce que la parole s'est libérée. Donc eux, ils sont obligés de faire plus attention à ce qu'ils disent, mais la rancœur, elle est encore plus forte de leur part. Et donc du coup, c'est plus pervers, mais les mêmes mécanismes sont toujours à l'œuvre, évidemment. Les chefs sont toujours des mecs, faut pas se mentir. Je veux dire... Vous prenez les organigrammes de la plupart des magazines, à part les magazines féminins, parce que évidemment les femmes elles font le féminin, mais sur les magazines généralistes, moi je ne connais pas une seule femme rédacteur en chef.